Bonjour Gilbert. Oui, bonjour. Alors, vous avez regardé Castex à la télé hier soir, j'imagine. Votre réaction? Pour être très franc, je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé parce que il a une telle tristesse sur lui. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Et je sais la lassitude qui est la vôtre. Et je ne le dis pas méchamment, parce qu'il assume un rôle très difficile, mais il transporte une telle tristesse qu'il aggrave la dépression ambiante. Bon, ce n'est pas sa faute, puisqu'il est chargé d'annoncer les mauvaises nouvelles que le président de la République se garde bien d'annoncer lui-même. Mais quand je vois arriver Véran ou Castex, j'ai vraiment l'impression de voir arriver deux employés de pompes funèbres qui viennent faire une publicité. Donc, comme je n'ai pas envie de faire de cauchemar, je n'ai pas regardé notre cher premier sinistre, parce qu'il est beaucoup plus sinistre que ministre pour l'instant, le pauvre. Bon, en attendant, le confinement est là pour 16 départements français. Oui, alors comprenne qui voudra, comprenne qui pourra, comprenne qui mourra, on n'y comprend plus rien. C'est la cacophonie de la Covid. On ne devait pas confiner, puis on confine. On a un confinement qui est quand même organisé d'une manière étonnante. Bon, 16 départements sont confinés. On peut sortir dans un périmètre de 10 km, je crois. On rétablit les activités dites essentielles. Bon, voilà. Alors, cette globalité qui nous frappe maintenant, elle met en cause à la fois l'Union européenne, parce qu'on est dépendant complètement d'elle par la faute du gouvernement, et le gouvernement lui-même qui doit gérer cette crise en ne tenant pas compte en plus des alertes qui avaient été lancées par le professeur Rioux, par Axel Kahn par exemple, qui disait il faut reconfiner très vite. A-t-on eu tort de ne pas le faire très vite? A-t-on tort de le faire maintenant? Ce n'est qu'à travers l'analyse de ce qu'a fait l'Union européenne et de ce que fait le gouvernement qu'on peut répondre à cette question. Mais en quoi, finalement, le gouvernement français vous paraît-il responsable de la situation? Non, mais c'est pas d'abord le gouvernement. Vous évoquez la question du gouvernement français, mais c'est d'abord l'Union européenne. Parce que le gouvernement français, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, il est complètement tributaire par sa faute de l'Union européenne. Alors l'Union européenne, elle a échoué à la fois du point de vue de l'efficacité et du point de vue de l'union. C'est la désunion dans l'union et c'est l'inefficacité. L'inefficacité, on la voit d'une façon flamboyante dans la manière dont les contrats ont été négociés, dans la manière dont les prix ont été négociés, dans la manière dont les paiements ont été si rapidement effectués, dans la manière dont les livraisons qui n'arrivent pas ont été organisées, dans la manière dont la transparence des contrats n'a pas été mise en place. Je vais vous donner un exemple. Je pourrais en citer beaucoup, mais sachez qu'il n'y existe dans les contrats aucune clause sanctionnant les retards dans les livraisons. Aucune clause sanctionnant les retards dans les livraisons. N'importe quel juriste d'entreprise, et c'est pas les critiquer, bien au contraire, aurait eu la prudence d'introduire une clause sanctionnant les retards dans la livraison. On l'a pas fait. Alors, est-ce incompétence ou est-ce manigance? J'en sais rien. Mais ça démontre que vraiment, l'Union européenne a été absolument inefficace. Et pourquoi c'est l'union de la désunion, direz-vous? Mais parce que, quand on regarde ce qui s'est passé, on voit que plusieurs pays européens ont passé contrat en dehors même de l'Union européenne. Parce qu'on entend le chancelier autrichien dénoncer l'existence de contrats secrets au sein de l'administration européenne. Der Woche gemeinsam mit anderen Regierungschefs unsere Informationen geteilt und wir haben gemeinsam unsere eigenen Lieferdaten der Mitgliedstaaten verglichen. Und wenn man das tut, dann merkt man,
Die Lieferungen erfolgen nicht nach Bevölkerungsschlüssel. Aus meiner Sicht braucht es daher jetzt dringend volle Transparenz, was diese Vereinbarungen im Steering Board mit den Pharmaunternehmen betrifft. Parce qu'on voit l'Allemagne si européenne quand ça l'arrange, si peu européenne quand c'est son intérêt, signer des contrats en dehors du consortium européen. Et puis au passage quand même, il aura suffi que Mme Merkel aboie pour que M. Macron miaule. Attention, on suspend le vaccin Astra. Plusieurs partenaires européens ont décidé de suspendre l'usage du vaccin AstraZeneca. Jusqu'à il y a quelques minutes, les autorités sanitaires allemandes. Et donc, sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé, en lien avec les autorités sanitaires françaises, puisque ce sont des questions sanitaires, et doivent être éclairées par ces autorités indépendantes, la décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca. Alors que le Premier ministre avait dit la veille qu'il n'y avait pas de raison de le suspendre. Alors, on n'a pas suspendu parce que nous ne disposons pas, au contraire, d'éléments qui nous conduisent en France à suspendre cette vaccination. Alors que maintenant, tout suspendu qu'il était au plafond comme le pendu à la corde, il est désuspendu et de nouveau en vigueur. Bon, on n'y comprend plus rien. Le gouvernement a accumulé les errements comiques et les erreurs tragiques. D'abord et avant tout en mentant, ou alors en commettant des ignorances mensongères sur la grippette au début, sur les masques ensuite, sur les blouses, et enfin sur les vaccins. Aujourd'hui, même pas 6% de la population française est vaccinée. On est soumis aux diktats des laboratoires qui font ce qu'ils veulent. Deux leçons à tirer. D'abord, c'est la plus grande crise de la crédibilité de la parole publique. On ne croit plus un mot de ce qu'ils nous disent. Et ensuite, on est complètement soumis aux diktats des laboratoires. Et enfin, si on avait pris la peine, depuis 1 an, de réarmer les hôpitaux, de réarmer les personnels hospitaliers, depuis 1 an, en 2020, M. Véran promettait 12 000 lits de réanimation. Le nouveau confinement coûte 1,2 milliard d'euros pour les 16 départements par mois. Si on avait, compte tenu de ce que coûte le confinement, réorienté des fonds vers l'hôpital, on aurait été en mesure de faire face à la pandémie. Le confinement, c'est la preuve de l'échec des politiques de santé de ce gouvernement. Il n'est pas le seul. Ça fait des années et des années qu'on désarme l'hôpital. Mais depuis 1 an que le Titanic pandémique s'approche du point de naufrage, on aurait quand même pu prendre les dispositions pour réarmer l'hôpital et pour réarmer les personnels. On nous dit, dans une salle de réanimation, il faut de nombreux soignants qui ont une compétence particulière. C'est vrai, mais on pouvait mettre les moyens financiers pour les former rapidement. On l'a pas fait, c'est dramatique. Mais là... Et n'oublions pas, si je peux me permettre, que on est en tête de la dépense publique pour toute l'organisation du commerce. Hein. C'est la première dépense publique. Alors, où va l'argent? Que fait-on de l'argent? À quoi sert l'argent? Mais là, finalement, aujourd'hui, dans la situation actuelle, est-ce que vous êtes pour ou contre cette décision de confinement? Moi, je pense que, sous couvert de la pandémie, dans des conditions où le confinement peut s'imposer, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas donné les moyens de financer l'hôpital, on cherche à atteindre nos libertés. Il peut y avoir nécessité de confiner, mais on a tout fait pour arriver au confinement. Sinon, on aurait réarmé l'hôpital. Et je me demande si derrière ce confinement, il n'y a pas une compression volontaire de nos libertés.
Alors je vais pas vous dire, il ne faut pas confiner si le professeur Rioux le demande, si le professeur Axel Kahn le demande, si les responsables des hôpitaux le demandent, mais je suis en mesure de vous dire que si on confine, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, et le confinement, c'est la solution du désespoir. Oui, alors tout ça est tellement triste qu'il faut bien qu'on se détende un peu, Gilbert. Les Césars, alors est-ce que vous avez été à la fête? Écoutez, bon, à l'époque où le grand tavernier faisait que la fête s'amuse, hein, on s'amusait. Mais là, avec les Césars, je peux vous dire que je ne me suis pas amusé du tout. Ave César. Rému doit se retourner dans sa partie de belote céleste. Pas de César, tu me fends le cœur. Alors c'est vrai que la culture se porte mal, que la culture va mal, mais depuis les Césars, elle va de plus en plus mal. Tristesse, pauvresse, ânesse. Les trois mots qui caractérisent ces Césars. Ânesse pourquoi ? Parce que la Corinne Massero, alias Capitaine Malraux... Non, Gilbert. Marlot. Oui, mais Malraux, ça fait culturel. Je vous le concède. Alors, la Corinne, qui se croit révolutionnaire parce que sous sa peau d'âne, je dirais, elle aurait mieux fait de mettre une peau de vache, hein. Ouais, ça va, on n'est pas au festival de Cannes non plus. Exhibe ses seins et ses fesses. Donc après le cocktail Molotov, on a le cocktail Molofesse. Bon, il faut s'y faire. Mais c'est vrai que se montrer à poil, ça fait féminin. Hein, on est dans le ton. Hein. Ouais. Et finalement, vous ne pensez pas que tout ça, ça manque un peu d'originalité? Oui, ça devient un peu banal. Hein. La culture, là, elle sombre, excusez-moi, mais dans le cul de basse-fesse. Hein, bon. C'est un peu triste. Hein, bon. Nathalie Baye. Oui. Elle a été invitée à répondre 10 fois à la question suivante. Vous êtes bien une mère d'eux? Vous êtes bien une mère d'eux? Non, mais 10 fois. Au cas où on serait tellement inculte qu'on ne le comprendrait pas. Bon. Et puis la maîtresse de cérémonie, comme si elle promenait son petit chien, évidemment, César, hein, elle fait mine de ramasser une crotte dans un tissu doré, bon, tout en s'écriant elle a laissé traîner la merde de la dernière fois, Florence Foresti, je cite, parce que là il faut citer, ce sont des phrases gravées dans le marbre. Hein. Alors, je veux dire que quand on écoute tout ça, on se dit que ces Césars resteront dans les annales du stade anal, parce que c'est vraiment pipi, caca, pampan, cucu, évidemment, sur les fesses de Roselyne Bachelot, qui elle était en coulisses. Bon, on a eu du pot, si j'ose dire. On a évité le pétomane. Hein. On a eu du pot. Hein. Ce sera peut-être pour la prochaine édition. Oui, on n'arrête pas le progrès pétaradant, hein, mais on a eu droit aussi à la monomanie du discours congelé du politiquement correct. Hein. On a eu droit à tous les poncifs des papes du conformisme logique. Hein. Alors on a eu droit aux violences policières, on a eu droit aux migrants, on a eu droit aux pesticides, on a eu droit au déboulonnage des statuts, on a eu droit à Traoré, on a eu droit à Zecler. Bon, je crois que je n'en ai pas oublié. Je pense aussi. Bon, mais je sais pas. Bon, ils n'ont pas parlé du malheur des artichauts. Mais enfin, bon, ils auraient pu le faire aussi. On a eu droit à tout ça. Alors, c'est vrai que quand on les écoute, tous ces gauchos de luxe, on se dit qu'ils sont quand même très généreux, très dévoués, très aimables, hein, très charitables. Vraiment, ils font couler des flots de salive, comme les martyrs faisaient couler des flots de sang. Ils iront tous au paradis, hein, comme disait Yves Robert. Le problème, c'est qu'ils n'y croient pas au paradis. Bon, enfin, seulement ils ont commis un tout petit oubli, ces grands cœurs artificiels. Ils n'ont même pas eu un mot
pour le professeur Samuel Paty, égorgé dans sa mission d'enseignant, c'est-à-dire de transmetteur de la culture. Je trouve que c'est quand même un oubli qui caractérise bien tous ces gens-là. Je me permets quand même de revenir sur Madame Masiero. La parole est à la défense. Vous savez ce qu'elle a dit? Non, mais vous allez me le dire. Hein. Ma force, c'est d'être moche, populaire et vulgaire, parce que vulgaire, c'est ce qui vient du peuple. Oui, alors d'abord, elle a une qualité, c'est qu'elle est lucide. Ça, c'est bien. Mais je trouve qu'elle abuse de l'étymologie. C'est marrant de voir que ces modernistes, quand il le faut, savent se protéger derrière le dictionnaire étymologique. Le peuple n'est pas étymologiquement vulgaire. C'est elle qui est vulgaire, mais d'une vulgarité qui n'est pas sauvée par l'étymologie, parce que le peuple, le peuple des barricades, le peuple de la Bastille, du 14 juillet, de la Commune, de la Résistance, le peuple des congés payés, le peuple des accordéons, le peuple des fêtes, le peuple des France, de partout. Il n'est pas vulgaire, c'est elle qui est vulgaire. Elle n'est vraiment pas peuple, parce que le peuple n'est pas vulgaire. Et ce n'est pas parce qu'elle s'accroche aux branches de l'étymologie que ce qu'elle a dit n'exprime pas son grand mépris pour le peuple. Merci et à la semaine prochaine. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, alors n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur le site gilbertcollard.fr et bien sûr sur Telegram. Alors, gilbertcollard.fr et sur Telegram. Merci, à bientôt, gardez le moral et ne vous confinez pas intérieurement. Vive la liberté!